moi, je suis au doctorat en psychologie à l'UQAM et je suis dirigée par Mélanie Vachon dans la section humaniste du département de psychologie. Donc, mes études vont dans ce sens-là, humaniste, approche existentielle aussi. Et c'est ça, je pense que je pourrais commencer juste par ces informations-là, puis tu peux y aller, Catherine. Alors, Catherine Perron, moi, je suis au doctorat en éthique clinique à l'Université de Montréal. Je suis à la fin de mon parcours. J'aimerais déposer ma thèse là, avant l'été pour avoir la tête un peu plus libre cet été. Je suis dirigée par Marie-Ève Boutier et Éric Racine. Donc, Éric Racine se spécialise dans l'éthique pragmatique. Donc, c'est mon cadre théorique là, est fondé sur l'éthique pragmatique. Et on ne parle pas tout de suite de notre projet. Hein? C'est ce que j'ai compris, Alexandra l'a pas fait. Alors, je lance la balle maintenant à Sophie. Oui, allô, je m'appelle Sophie, je suis à la maîtrise en travail social à l'UQAM. Je suis dirigée par Isabelle Dumont, puis moi, là, je suis vraiment au début du parcours, là, c'est le début de ma deuxième session. Je laisse la parole à Malek. Et donc, bonjour à vous tous. Moi, c'est Malek Amiri. Je suis un étudiant au programme de doctorat en sciences infirmières à l'Université Laval et je suis dirigé par M. Jean-François Desbiens et M. Nicolas. Donc, c'est un professeur, M. Jean-François, c'est un professeur agrégé en sciences infirmières et M. Nicolas Vonard, c'est un professeur titulaire à la même faculté à l'Université Laval. Vanessa Bergeron, en fait, je fais ma maîtrise en travail social à l'Université Laval. Je suis accompagnée par Gabrielle Fortin. Puis, je suis dans une approche d'interactionnisme symbolique. Moi, c'est ça, vu que je suis en psychologie, c'est vraiment le côté psychologique de la maladie, dans le fond, qui m'intéresse. L'expérience de la maladie incurable, précisément du cancer incurable, c'est la maladie la plus commune aujourd'hui. Donc, c'est vraiment important qu'on s'y intéresse. Et souvent, la maladie va être abordée plus du point de vue biomédical, des fois biopsychosocial aussi. Mais moi, vu que je m'intéresse aux dimensions existentielles de la maladie, ma recherche vient combler certaines dimensions qui sont vraiment moins souvent abordées autant par les professionnels que par les proches des patients. Donc, moi, je m'intéresse précisément aux métaphores que les patients utilisent pour décrire leur expérience de leur maladie, mais aussi, dans le fond, les métaphores qui sont dans leur récit en général, quand on leur demande de raconter ce qui s'est passé, des fois, ça va partir du premier diagnostic qui a eu lieu des années avant jusqu'au moment où il y a eu un diagnostic de maladie incurable et les années après, parce qu'il y a des trajectoires vraiment variées. Des fois, la personne peut vivre des années avec un cancer incurable. Donc, ce que les métaphores, dans le fond, viennent nous apporter, c'est le côté, dans le fond, symbolisation, l'expérience aussi, toute la texture de l'expérience qui est présente dans les métaphores. Et une démarche importante dans la guérison psychique, si on veut, c'est justement cette symbolisation-là, symboliser la souffrance, puis trouver des images qui vont nous permettre, dans le fond, d'articuler un récit. Fait que les métaphores, pour ça, sont vraiment intéressantes. C'est comme un point d'entrée dans l'expérience des patients. Et c'est ça, les métaphores, vu qu'ils nous permettent de symboliser, sont à la source du récit de la personne et à la source aussi du bouleversement que la personne souvent a vécu, parce que, dans le fond, l'importance de se raconter dans la maladie, selon mon approche, c'est de mieux comprendre le bouleversement, parce que souvent, la maladie, elle vient bouleverser la vie de la personne et donc toute son histoire personnelle. Souvent, il y a un désaccordage entre le passé, le présent puis le futur. La personne, elle voit que, oups, il y a des choses que je suis plus capable de faire, ma vie présente n'est plus comme le passé, puis elle ne sera plus jamais. Puis aussi, en fonction du futur, il y a aussi un désaccordage. La personne, des fois, peut manquer d'espoir ou elle peut se dire, qu'est-ce que ma vie future va être, ou même à un point plus intense, ça va être la mort. OK, c'est ça qui m'attend. Fait que tout le récit
compris à la lumière des métaphores, ben ça nous permet, dans le fond, de mieux comprendre qu'est-ce que la personne a vit. Et après, ben, de mieux, l'impact clinique de ma recherche, ce serait de mieux comprendre la personne pour mieux la soutenir, dans le fond, dans ce qu'elle vit, puis l'amener à élaborer son récit. Et c'est ça. Puis le deuxième point, dans le fond, l'impact clinique aussi de ma recherche, j'aimerais que ça soit de pouvoir mieux communiquer avec les patients. Parce que les métaphores, ben, dans le fond, c'est à la base du langage. Fait que l'idée, ça serait de mieux comprendre leurs métaphores pour pouvoir mieux comprendre, utiliser leur langage à eux pour leur parler et non appliquer notre langage à nous, de professionnels, ou le langage, juste le langage, je sais pas, mettons, plus les présuppositions sociales qui teintent le langage. Ben, au lieu de prendre ce langage-là qui est comme préconçu, ben, à la place, on vient prendre le langage du patient lui-même. Donc, on arrive à créer un lien beaucoup plus facilement avec lui de cette manière-là. Donc, ça fait pas mal le point sur les impacts cliniques. Avant de finir, peut-être les impacts de la recherche. Les métaphores, c'est un angle de recherche en méthode qualitative, dans le fond, mais c'est vraiment peu abordé. Fait que j'aimerais ça mettre de l'avant l'utilisation des métaphores pour les recherches qualitatives, dans le fond. C'est ça. Je ne sais pas si ça vous allume des choses, si vous avez des choses à me partager à ce propos-là. Je pense qu'on va fonctionner comme ça, si je ne me trompe pas, au lieu de repartir tout de suite sur une autre recherche. Hein? Okay. Oui, merci Alexandra. En fait, j'aimerais bien avoir peut-être une petite idée sur les dimensions existentielles qui sont associées à ton objet de recherche. Ça serait plus vraiment la corporalité, la temporalité ou d'autres dimensions? Oui, c'est vraiment intéressant les dimensions que tu soulignes. Ces deux-là, je vais vraiment je les étudie vraiment beaucoup dans les récits des patients, corporéité. Donc, comment tout le corps, pas juste le corps biologique justement, mais comment tout le corps vient, dans le fond, nous dire ce que le corps nous dit de l'expérience de la personne. Fait que sa manière d'être au monde, dans le fond, d'être avec les autres. La temporalité, c'est vraiment, je pense qu'avec la notion du récit, le passé, le futur, tout ça, il y a vraiment des belles métaphores temporelles aussi dans mes verbatims de participants. Fait que ça, c'est vraiment éclairant, genre, juste l'idée de perdre du temps, c'est une métaphore en soi. Le temps, ça ne se perd pas. Fait que, en tout cas, il y a toutes sortes de métaphores, même temporelles, qu'on peut étudier. Mais sinon, d'autres dimensions existentielles, c'est sûr que la mort va vraiment être présente, surtout en cas de cancer incurable. Fait que toute la question de la finitude, la mort, mais aussi la finitude, les limites de la personne. Parce qu'il faut qu'elle fasse des deuils, des choses qu'elle ne peut plus faire. Des fois, il y a l'énergie qui va manquer. Donc, toute cette question-là de limite de l'être humain, dans le fond, qui ressort un peu une fois qu'on a un cancer incurable, on en est vraiment plus conscient. Puis, une dernière dimension importante, c'est le sens, l'absence de sens ou la recherche de sens. Puis, la métaphore, c'est justement un vecteur vraiment précieux pour nous, les chercheurs. Dans le fond, la personne a produit du sens, elle crée des métaphores. Fait que ça nous permet d'aller voir, si on l'encourage aussi à en créer, ça permet aussi à la personne de comprendre un peu mieux et donc de trouver du sens. Même si des fois la maladie ou la mort peut apparaître d'emblée comme une absence de sens, on peut travailler pour essayer d'en créer du sens pour que ça soit un petit peu moins souffrant dans le fond. Je ne sais pas si ça rejoint des dimensions existentielles dans vos projets aussi, là, si vous voulez me partager. C'est très intéressant parce que j'imagine peut-être que tu vas même aborder toutes les dimensions qui sont associées à la spatialité, peut-être et la relationnalité, parce que tout, par exemple, la question du rapport à soi, mais aussi le rapport à autrui. Donc, des fois, tous ces rapports sont ébranlés aussi par la question de la finitude ou la quête de sens ou la mort donc, en tant que telle aussi. C'est deux dimensions très intéressantes aussi. Oui, tout à fait. Comment la personne est en lien avec autrui. Ce que je remarque, c'est que, en fait, toutes les dimensions existentielles sont comme liées aussi au rapport de la personne avec son monde, avec son entourage. Fait que le rapport avec autrui, c'est vrai qu'il est vraiment central. Vanessa, tu voulais ajouter quelque chose? En fait, j'avais une question. Je me demandais,
à quoi ça ressemblait les entretiens avec les personnes pour être capable d'aller chercher cette information-là qui est quand même très personnelle. Il faut qu'il soit là, qu'il soit ouvert, qu'il puisse s'ouvrir, en fait, à toi. Oui, c'est une grosse question. Ben, pour la part intime, dans le fond, cette question-là est un peu plus, pas facile, mais dans le sens on va créer un espace vraiment sécuritaire, intime pour aborder cette question-là. Et on va prendre souvent 1 heure et demie, même des fois 3 heures pour en parler. Donc, déjà, ça fait un cadre intime où ces éléments-là peuvent ressortir. Et je me suis posé vraiment beaucoup de questions avant de mener mes entrevues. Je les ai menées pendant l'automne, fait que c'est vraiment frais à ma mémoire, là. Mais dans le fond, il y avait deux façons de les trouver, les métaphores. C'était soit comme d'emblée, d'en parler aux participants, parce que moi, c'est les femmes qui ont un cancer du sein, donc c'est toutes des participantes, de leur demander, ben, c'est quoi les images, leur dire vraiment explicitement que j'étudiais ça, mais j'ai fait le choix plutôt de ne pas leur dire que je m'intéressais aux métaphores, puis plutôt d'aller avec, c'est dans la méthode que j'utilise, dans les théories que j'utilise, ça disait que en fait, les métaphores étaient comme naturellement produites par les humains, dans le fond. Quand on parle, on en crée. Fait que je me suis dit, ben, à la place, je vais plutôt inciter la personne à faire un récit de sa maladie, de sa vie, et en prenant le guess que les métaphores allaient arriver, et c'est arrivé. Fait que dans ce temps-là, c'était vraiment intéressant parce que les gens ne se forçaient pas à en créer, tu sais, parce que sinon, ça aurait été peut-être moins intéressant. Fait que là, même dans mon titre, comme d'entrevue, puis tout ça, dans mon formulaire de consentement, le mot métaphore apparaissait pas parce que je voulais pas que les personnes se forcent à créer genre des images qui auraient peut-être été moins bonnes. Fait que pour ça, j'ai été vraiment contente. Ça a marché, effectivement. Sur 1 heure, 3 heures, ben, les participantes, finalement, ils en créaient. Je les amenais à développer, dans le fond, à partir du moment où il y avait eu un diagnostic jusqu'à aujourd'hui. Puis c'était vraiment passionnant, en fait. Il produisait beaucoup d'images, comme intuitivement. Donc, si je comprends bien, il décrivait un peu comme un récit de vie là, du début, puis où c'est qu'il se situait, du moins, où c'est qu'il était rendu dans leur processus. Hein. Il n'y avait pas nécessairement de questions dirigées tant que ça, plus que de voir comme c'était quoi leur perception, on en parle, puis on voit où c'est que ça nous amène. Oui, j'aurais dû préciser plus. Fait que c'était vraiment, j'étais entre le non dirigé et semi-dirigé, comme vraiment à l'extrême du semi-dirigé, parce que j'avais une question de départ, puis après, je pouvais relancer pour creuser certains éléments sur le vif, dans le fond. Fait qu'il n'y avait aucun thème imposé d'avance. C'était vraiment une grande question, genre, peux-tu me raconter ce qui s'est passé à partir du moment où tu as eu un diagnostic du cancer du sein jusqu'à aujourd'hui? Fait que la personne a choisi aussi quel point était plus saillant peut-être dans son récit ou à y aller un peu comme ça. Fait que c'est pas récit de vie dans le sens que on va pas partir de... On a quand même un point de départ qui est le diagnostic. Fait que peut-être un récit de maladie, je sais pas comment l'appeler, mais... Ouais, un genre de récit de vie, mais très... On centre sur une période de vie, quand même. Est-ce que vous avez d'autres questions ou on passe à la recherche de Catherine? Ben moi, Alexandra, je t'en avais parlé l'autre fois. Je pense que je t'avais dit dans le cadre d'un Journal Club que j'avais travaillé sur un projet de recherche. Ça fait 2 ans maintenant. Puis la recherche s'appelait Les mots qui font du bien. Tu sais, j'avais rencontré des personnes qui avaient vécu des traumatismes majeurs. Ce qui m'étonnait, c'est comment une phrase pour une personne faisait plein de sens et pour l'autre, c'était vraiment heurtant les mots. Fait que ta recherche, ça fait vraiment écho à ce projet-là pour moi parce que c'est qu'est-ce qu'on peut dire qui peut être adapté à la personne qui est devant nous. Puis tu as parlé tantôt du temps, de la valeur du temps. Puis moi, je travaille beaucoup en aide médicale à mourir. Puis la perspective du temps, quand tu es la personne qui attend l'aide médicale à mourir, c'est comme si c'est long, ça s'en vient quand. Les minutes sont très, très longues versus la personne, les proches autour. Là, quand l'aide médicale arrive, c'est comme si on arrive 1 minute à l'avance, c'est comme voler du temps aux personnes. Donc d'adapter le discours encore là aux personnes à qui on s'adresse, c'est fascinant. Oui, la métaphore du temps volé aussi, tu sais, c'est tout. Ça nous permet vraiment de comprendre comment la personne elle vit le temps.
puis, ou même les proches, on pourrait faire des différences. Fait que je trouve que dans n'importe quel contexte, c'est tellement intéressant. OK. Alors, donc, moi, je fais ma thèse sur les groupes interdisciplinaires de soutien à l'aide médicale à mourir. On appelle ça les GIS. Alors, dans chaque établissement du réseau de la santé et des services sociaux, il y a des GIS qui, eux, sont mandatés de soutenir les intervenants qui, eux, sont impliqués dans l'aide médicale à mourir. Hein, dans la littérature, on parle beaucoup du soutien aux patients eux-mêmes, de la démarche, des enjeux pour ou contre, du soutien à la limite aux proches, peut-être un peu, mais donc le soutien dont les soignants peuvent bénéficier, c'est moins abordé, mais surtout, lorsque les GIS ont été implantés au Québec, ils se sont structurés de façon très différente dans les milieux. Et il y en a qui sont très faibles, finalement, donc où les milieux, les soignants ont peu de support et d'autres GIS se sont très, très bien structurés. Et mon travail à moi, c'était d'aller sonder tous les GIS à travers le Québec pour savoir c'est quoi les pratiques prometteuses chez vous afin de faire en sorte qu'elles puissent être diffusées à l'ensemble de la communauté des GIS. Et donc, comme tel, il fallait que j'aille explorer c'est quoi les pratiques actuelles pour en faire émerger les pratiques prometteuses. Puis, on s'est basé sur 3 critères. Là. Essentiellement, les pratiques devaient être innovantes, elles devaient être utiles et adaptables. Fait que les pratiques que tout le monde connaissait, bien, on les éliminait. Les pratiques qui n'étaient pas du tout adaptables, on les éliminait aussi. Pardon. Donc, alors, c'est un peu ça. Et donc, là, j'ai présenté au ministère de la Santé parce qu'au départ, j'ai fait aussi ma maîtrise en travail social. J'ai questionné les personnes qui étaient en fin de vie sur leur perception par rapport à l'aide médicale à mourir. Et je me tournais au doctorat vers l'élargissement, tous les enjeux liés à l'élargissement de l'aide médicale à mourir, particulièrement en contexte de troubles de santé mentale. Mais finalement, le ministère m'a proposé ce projet-là. Donc, j'ai été présentée hier au ministère et là, j'entre dans un blitz de présentation. Là, dans les prochaines semaines, je présente là, dans tous les établissements, à la Commission sur les soins de fin de vie. Peux-tu nous dire peut-être, on a envie de savoir quelques exemples de pratiques? Bon, vous voulez des scoops? Des exemples de pratiques. Bon, les GIS sont responsables de coordonner l'aide médicale à mourir, mais il y a des GIS qui ont pris en charge la sédation palliative continue parce qu'ils ont réalisé que, dans le fond, au niveau de la reddition de compte, puis aussi, parce que la sédation palliative continue, c'est assez régimenté aussi par la loi, donc il y a des attendus, mais les médecins le font sans trop savoir. Donc, certains GIS ont pris ça en charge. Certains GIS obligent qu'il y ait du debriefing après les aides médicales à mourir. Donc, ça, c'est une injonction. Là. J'exagère un peu, alors que d'autres, là, c'est comme une pratique qui s'est un peu perdue dans le temps, dans l'espace, là, avec le monde sont rendus familiers. Finalement, on n'a plus besoin de revenir sur les événements. Il y a certains GIS qui ont impliqué des patients partenaires pour réfléchir c'est ça, à tout ce qu'il y a à faire, alors que d'autres ont impliqué les maisons de soins palliatifs de leur territoire. Fait que ça, c'est le genre de pratique qui pourrait être. Il y en a qui impliquent l'avocat parce qu'il y a plusieurs enjeux légaux en lien avec l'aide médicale à mourir. Puis il y en a d'autres qui ont impliqué les communications. Parce qu'on le sait, hein, les gens connaissent peu la loi, puis surtout l'ensemble des soins palliatifs autres que l'aide médicale à mourir. Donc, le fait d'impliquer le service des communications dans les établissements, ça fait en sorte que la diffusion de l'information circule un peu plus facilement. Donc, ça, c'est le genre de pratiques prometteuses qui ont émergé de la recherche. Je me demandais... oui, Alexandra. Mais je me demandais, mettons, dans le cadre de ton projet, le fait de présenter un peu les résultats, de faire un peu la promotion, puis diffuser l'information, est-ce que ça fait partie de ton doctorat? Ou est-ce que c'est un objectif ou c'est OK, je présente mes résultats, donc c'est un après? C'est une bonne question. Je pense que ça doit s'inscrire dans notre parcours, hein, de faire en sorte de diffuser les connaissances, puis tout le plan de dissémination, là. Mais je te dirais qu'il est plus gros que ça à quoi ce que j'avais prévu vraiment. Là, c'est comme chacun des GIS, hein, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a 25 GIS au Québec. Puis là, moi, la métho, là, on a dit qu'on n'en parlait pas vraiment, mais c'était en 3 phases. Il y avait un questionnaire d'abord qui a rejoint plus de 300 personnes. Après ça, c'était des entretiens semi-dirigés.
Et après ça, c'était des groupes de discussion. Fait que j'ai rencontré tout le monde. Fait que là, tout le monde, demain, là, je m'en vais rencontrer le GIS de l'Estrie pour jaser. Mais là, fait que chacun dit, hey, viens nous voir chez nous. Fait que, mais pour répondre à ta question, si je reviens à mon cadre théorique, ben, c'est d'identifier les problématiques, après ça, d'analyser, de travailler, d'implanter, de diffuser. Donc, bien sûr, ça s'inscrit, mais ça prend, mais c'est intéressant. C'est un volet que j'aime quand même, mais voilà, qui va me prendre un peu de temps. Oui, Catherine, j'ai une petite question. Parce que dernièrement, moi, j'ai rédigé un article sur l'aide médicale à mourir au Québec. C'était une revue médiatique, scientifique et légale. Et au niveau de la discussion, on a proposé comme l'un des 3 points, on a abordé l'importance vraiment surtout peut-être de prendre en compte ou d'améliorer ou développer beaucoup plus donc la formation par rapport à l'aide médicale à mourir. Et j'aimerais bien savoir si tu as vraiment pensé peut-être à ce point, éventuellement pour proposer des recommandations ou pour formuler vraiment des points qui sont vraiment liés à la formation, tout ce qui est vraiment légal, mais aussi donc pratique par rapport à l'aide médicale à mourir. C'est un très bon point. Effectivement, c'est un gros volet de ma recherche. Il n'y a pas vraiment de formation. Les formations proposées par le ministère sont désuètes. Il y a des formations qui s'en viennent pour les soignants qui seront déployées sur l'environnement numérique d'apprentissage là, pour ceux qui travaillent dans le réseau. Il y a aussi des initiatives comme ça qui sont développées, surtout dans les GIS qui ont des universités à proximité, donc qui collaborent ensemble. Donc, on a un programme de mentorat, de formation qui est offert par l'université à nos soignants. Mais ça ne circule pas. Fait qu'un mot là, vraiment fondamental à retenir dans ma recherche, c'est le partage de ces pratiques-là. Puis, je ne sais pas, Malek, si tu as vu, mais il y a un seul endroit dans le monde où la formation, elle est obligatoire avant de pratiquer l'aide médicale à mourir. Là, c'est en Australie, ils ont développé ça. C'est comme, là, c'est une injonction. Là, c'est obligatoire, alors qu'ici, ce n'est pas ça. Hein? Tout le monde, là, tout médecin là, peut s'inscrire dans la pratique de l'aide médicale à mourir, bien sûr, idéalement avec des mentors puis des connaissances préalables. Mais oui, ça occupe un gros volet. Là. Puis j'ai donné beaucoup de... Tu sais, ça, là, je parle beaucoup des pratiques, des GIS, mais la recherche remet beaucoup de pouvoir au ministère, dans le sens où il y a plusieurs pratiques qui peuvent être mises en branle, mais les établissements n'ont pas les ressources nécessaires pour le faire. Donc, j'ai remis, c'est ça, plusieurs devoirs au ministère. Très intéressant, en tout cas, merci. Et ça reste vraiment un sujet d'actualité aussi, surtout que tu t'intéresses essentiellement, je pense, à l'élargissement de l'aide médicale à mourir, éventuellement auprès des personnes qui présentent des troubles mentaux. Donc, oui, puis moi, dans mon travail, je suis éthicienne dans le réseau, puis on coordonne les aides médicales à mourir et les demandes, là, elles sont comme ça. Il y a tellement de demandes actuellement, il y a des délais importants pour les personnes qui font des demandes. Fait que la volumétrie augmente, la complexité augmente, les équipes sont vraiment en souffrance. Les médecins qui faisaient de l'aide médicale à mourir se rétractent doucement. Et il y a des personnes qui veulent absolument avoir accès à l'aide médicale à mourir, donc refusent tout traitement qui pourrait les aider. Une personne, par exemple, qui se voit refuser l'aide médicale à mourir, refait une demande la semaine suivante. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la priorise ou on la met en bas de la liste? Donc, alors oui, effectivement, il y a plusieurs enjeux qui s'en viennent. Et là, il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. C'était qui après moi? Donc, c'était Sophie. C'était moi, oui. Mais j'ai juste une petite question. J'ai demandé, tu disais qu'il y avait de plus en plus de médecins qui se réfractaient. Comment tu peux expliquer? Est-ce que tu as des pistes d'explication pour ça? Ou... Ben, oui, en fait, c'est qu'en mars dernier, avant mars, en fait, seules les personnes qui étaient en fin de vie, qui étaient en mort raisonnablement prévisible, pouvaient avoir accès à l'aide médicale à mourir. Depuis mars dernier, même les personnes qui ne sont pas en mort naturelle raisonnablement prévisible peuvent avoir accès à l'aide médicale à mourir. Donc, déjà là, il y a des médecins qui n'étaient pas objecteurs de conscience, mais que là, ils ont une certaine objection partielle, disons, pour dire, moi, je suis pas capable d'aller vers là. Et compte tenu que les demandes augmentent, dans les établissements, là, généralement, ça repose là, ça se compte sur les doigts de ma main, là, les médecins qui peuvent pratiquer l'aide médicale à mourir dans un établissement. Fait que leur taux revient souvent. Fait que chez nous, là, il y a des personnes là, qui en faisaient beaucoup, là, qui là, disent, écoute, là, moi, je ne peux plus. Fait que imagine une personne qui en fait 30 par année qui dit, écoute, je ne peux plus en faire.
Donc, fait que là, on est dans un plan de sensibilisation pour essayer de faire en sorte que tout le monde se sente concerné par ces demandes-là. J'aurais un petit truc avant qu'on passe à un autre projet. Je trouve que c'est vraiment intéressant, tout ton projet, puis je trouve que ça fait beaucoup de sens aussi de pouvoir diffuser tes résultats comme ça. Je trouve c'est pas tout le monde qui a un projet ou qui a une recherche qui peut mener à je dirais, une trentaine de présentations des résultats de la thèse dans des milieux, c'est concret, puis en tout cas, je trouve que pour ça, ça fait vraiment du sens. Puis, mais par ailleurs, je trouvais que c'était intéressant parce que ça soulevait l'expérience des soignants, aussi la souffrance potentielle des soignants à être confrontés à la mort comme ça. Puis je trouve qu'en tout cas, en tant que pratique innovante, comme tu disais, du debriefing là, après, je trouve que ça, c'était vraiment important. En tout cas, j'ai l'impression que c'est important que ça puisse justement continuer, ça, parce que c'est un peu sous-évalué, j'ai l'impression, l'expérience des soignants là-dedans. Puis, ça me faisait penser, j'ai un séminaire sur la fin de vie, les soins palliatifs en ce moment. Puis, il disait que l'élargissement du critère depuis mars 2021, bien, ça faisait en sorte aussi que, tu nous diras aussi si tu avais vu ça dans tes entrevues, mais il disait que plusieurs soignants disaient que c'était vraiment pas la même chose d'être confronté à l'aide médicale à mourir pour ton patient qui est visiblement, il est en fin de vie, il est souffrant, il est malade, versus une autre personne que, oups, là, elle a l'air toute pimpante, elle a l'air, tu sais, elle est contente, elle n'a pas l'air de souffrir, elle n'est pas en déchéance physique. Fait que ça peut être très perturbant de donner la mort à une personne comme ça. Fait que j'imagine que toute l'expérience aussi des médecins qui sont confrontés à ce genre de patients-là, ben, c'est une expérience tout autre là, d'être le médecin qui orchestre l'aide médicale à mourir dans ce contexte-là. Ce qui est difficile aussi, là, c'est l'interprétation de cette souffrance-là par les médecins. Donc, si tu es une patiente puis tu tombes sur un médecin, puis lui peut être plus, pas laxiste, mais libéral, disons, hein, par rapport à l'aide médicale à mourir. Grand défenseur lui accorde versus si tu tombes sur un autre. Et donc, moi, mon travail, là excusez-moi, je sors de la thèse, mais c'est vraiment de dire, OK, quel patient va être évalué par quel médecin? Imaginez-vous, le pouvoir en quelque sorte, alors qu'on on présente aux patients que ce sont les mêmes critères, le même processus. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait ce qu'on observe. Ouais. C'est subjectif. Hein? Oui. À toi, Sophie. Oui, je vais y aller. Donc, moi, je m'intéresse un peu plus particulièrement aux soins palliatifs pédiatriques. Donc, j'ai été bénévole dans ce contexte-là, après ça, assistante de recherche, puis j'en suis venue à me questionner, en fait, sur comment on accompagne l'enfant et sa famille dans la fin de vie, mais aussi dans toute la trajectoire de la maladie, qui est peut-être une particularité un peu plus distinctive des soins palliatifs pédiatriques. Je me questionnais aussi là, sur comment on s'assure que l'enfant est vraiment au centre de ça, qu'est-ce que ça peut vraiment dire quand on parle de centralité de l'enfant. Donc, je dirais que c'est pas mal les intérêts qui m'animent beaucoup. Sinon, pour ce qui est de mon projet de maîtrise, bien là, comme je vous ai dit, moi, je suis vraiment au début de mon parcours. Là, donc, je ne pourrais pas élaborer autant qu'Alexandra et Catherine. Je suis encore à réfléchir sur ma problématique, mais je vous dirais que mes intérêts sont vraiment liés en fait avec la thématique de la journée parce que je veux m'intéresser au rôle des travailleurs sociaux en contexte de soins palliatifs pédiatriques. Donc, c'est des équipes qui sont relativement nouvelles au Québec. Il n'y a pas toujours un travailleur social d'attitré à ces équipes-là. C'est plus des collaborations. Donc, le rôle n'est pas tout le temps super clair, super bien défini. Donc, j'aimerais ça m'intéresser comme aux pratiques du travail social, puis particulièrement en contexte interprofessionnel. Donc, comment ça peut s'inter-influencer avec les autres professions. Puis, c'est pas mal ça. C'est sûr que là, je suis un peu plus générique, mais c'est ça. Comment tu l'expliques? Ça me semble d'une évidence que les travailleurs sociaux qui considèrent l'ensemble de la famille autour de l'enfant malade soient plus ou moins, que ce rôle-là soit plus ou moins défini. Est-ce que quelqu'un d'autre prend ce rôle-là? Est-ce que c'est des psychologues qui sont là ou on voit plus ou moins la pertinence? Les infirmières puis les médecins font sans? Comment tu l'expliques?
Bien, c'est sûr que là, j'ai dit ça, mais ça dépend aussi des milieux. Tu sais, au milieu communautaire, par exemple, là, tu sais, il y a vraiment des travailleurs sociaux dans les équipes. Mais si je pense en milieu hospitalier, tu sais, moi, à Saint-Victime, justement, il n'y a pas de travailleurs sociaux qui s'est vraiment attitré à l'équipe. Puis, de ce que j'ai compris, c'est que un peu tous les professionnels vont faire de l'accompagnement à certains niveaux, puis on va faire appel en fait à un travailleur social quand on en ressent le besoin, mais ça restait un peu flou de comme à quel moment vraiment l'accompagnement psychosocial se fait, comment autrement. Moi, je sentais qu'il y avait un flou un peu à ce niveau-là, puis c'est pour ça que je m'intéresse à ça, dans le fond. Là. Puis ce serait de voir, en fait. Puis je parlais à un des médecins qui disait qu'il aimerait vraiment ça, en fait, qu'il y ait un travailleur social spécialiste là-dedans, mais aussi il y a des questions, des fois, de fonds, d'argent, donc d'enjeux organisationnels. Ces questions-là. C'est vraiment intéressant, ton projet en devenir. Est-ce que tu peux nous dire plus, c'est quoi le lien le lien entre la centralisation de l'enfant puis le travailleur social, comment parce que je suis sûre que son rôle est vraiment important, fait comment, s'ils sont plus là, sur les lieux, comment ça s'articule, dans le fond, la discipline du travail social avec l'enfant qui est au centre des soins? Parce que je connais moins ça, je connais pas bien ça, fait que tu pourras nous éclairer, en tout cas m'éclairer là-dessus. C'est ça. En fait, bon, je ne vais pas déborder sur les autres questions sur les rôles de la profession, là, juste que j'ai des intérêts vraiment ennuyés sur ça, mais je pense que le travail social a vraiment, comme dans sa spécialité, là, une vision qu'on va vraiment considérer la personne dans tout son contexte social, donc vraiment en interaction avec son environnement. Donc, c'est un peu ça une des spécialités, je pense, du travail social. Donc, quand on dit qu'on considère la centralité de l'enfant ou la centralité du patient, c'est de voir ça vraiment en interaction avec plein de choses, en fait, puis pas juste, par exemple, d'un point de vue médical, qu'est-ce qui serait mieux de faire. Donc, vraiment de considérer toutes les sphères de la vie de la personne, puis toutes les relations aussi, ça peut être vraiment complexe là, avec la famille, les parents pas en accord, l'âge de l'enfant aussi. Donc, je pense que c'est un peu la vision globale qu'ils peuvent apporter par rapport à ça là, qui peut être intéressante. Est-ce que c'est l'interactionnisme symbolique ou cette approche-là ou non? Je pense que c'est je n'ai pas vraiment choisi mais... encore les théories que je vais utiliser, donc on verra. J'ai écho un peu à ça, en tout cas. Je peux passer la parole. Donc, pour moi, je m'intéresse essentiellement à la question de l'angoisse face à la mort ou devant la mort chez des personnes atteintes de cancer en fin de vie. Et j'ai commencé à travailler sur cet objet de recherche depuis ma maîtrise en sciences infirmières, donc depuis 2016. Et juste pour faire un petit lien aussi avec mon projet de mémoire, donc il y avait deux étapes. Dans une étape préliminaire, j'ai procédé à la traduction et à l'adaptation transculturelle de l'outil Defenda Industreska et le contexte québécois. Et j'ai exploré les liens entre l'angoisse devant la mort et les interventions infirmières auprès donc, des personnes atteintes de cancer. Mais à la fin de ma maîtrise, j'ai trouvé que vraiment jusqu'à maintenant, le concept en tant que tel ou le phénomène, donc ce phénomène affectif, il n'est pas vraiment bien défini et il n'existe pas vraiment jusqu'à maintenant un consensus sur sa nature ou sa dynamique ontologique et sur ses dimensions. Et c'est pour cette raison, donc, dans mon projet de doctorat, mon but de recherche ou mon objectif général, ça serait vraiment de bien décrire, de comprendre et d'interpréter l'expérience de l'angoisse devant la mort telle qu'elle est vécue par des personnes atteintes du cancer en fin de vie, mais aussi telle qu'elle est perçue par des infirmières en soins palliatifs. Et le tout, ça serait vraiment dans une perspective ou dans une posture philosophique aussi. Et plus précisément, sans vraiment rentrer beaucoup dans des éléments méthodologiques, mon but, c'est d'élaborer une construction consensuelle sur l'expérience de l'angoisse devant la mort, tout en adoptant une approche phénoménologique herméneutique d'inspiration philosophique. Donc, je m'inscris beaucoup plus dans une posture ou perspective constructiviste. Mon but, c'est de construire donc cette réalité pour proposer éventuellement donc
disons, donc, une construction plus riche et plus complète de l'angoisse devant la mort chez des personnes atteintes de cancer. Comme apport clinique, ça serait surtout de bien outiller les infirmières éventuellement pour accompagner de manière éclairée et adéquate les personnes atteintes de cancer et pour bien soulager l'angoisse devant la mort d'une façon vraiment plus adéquate et pour éventuellement aussi améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de cancer. Mais aussi, l'un des apports cliniques de mon projet de thèse, ça serait aussi d'aider les infirmières et éventuellement même les autres professionnels de la santé à aborder donc, ce phénomène affectif avec aisance et sérénité. Donc, parce que vraiment, on sait tous, j'imagine que l'angoisse devant la mort ou la mort en général donc, suscite toujours donc, des émotions ou des préoccupations chez la plupart donc, des professionnels de la santé ou les personnes qui accompagnent les personnes donc, en fin de vie ou qui présentent des maladies chroniques. Pour ce qui est des apports au niveau de la recherche, ça serait essentiellement de proposer éventuellement des interventions infirmières qui prennent en considération les personnes atteintes de cancer dans toute leur globalité et dans tous les caractères, dans tout ce qui est vraiment caractère unique pour vraiment bien cibler toutes les dimensions existentielles, mais aussi donc toutes les dimensions qui sous-tendent l'angoisse devant la mort. Et ça serait donc plus comme un petit résumé donc, par rapport à mon projet de thèse. Ben, je peux peut-être commencer. C'est vraiment intéressant. Puis, il y a des gros concepts, mais moi, j'avoue que ma recherche, elle touche aussi à ces concepts-là. Fait que c'est peut-être moins gros de l'entendre parler comme ça. Mais c'est vraiment important. Puis je me demandais comment tu vas dans le fond, tu vas axer sur la co-construction du sens de cette angoisse-là, dans le fond, y compris la tienne dans l'interprétation. Mais est-ce que tu vas chercher pas un consensus, mais tu vas chercher une co-construction de la définition de l'expérience des patients et des soignants. Donc, tu vas essayer de faire, dans le fond, d'avoir une co-construction dans ce sens-là. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, mais mon but, vraiment, ça serait de partir essentiellement vraiment d'un positionnement philosophique aussi, parce que j'ai fait vraiment une critique d'un point de vue vraiment ontologique, épistémologique, méthodologique et pratique dans tout ce qui est vraiment lié avec la littérature qui est liée à l'angoisse devant la mort ou à l'étude donc, de cette émotion. Et mon but vraiment, c'est ça serait vraiment de partir d'un positionnement ou d'une posture bien déterminée philosophique pour dégager la nature ou la dynamique ontologique de l'angoisse devant la mort et pour comprendre tout le monde vécu et toutes les dimensions existentielles qui sous-tendent aussi l'angoisse devant la mort. Et éventuellement, donc, ça serait vraiment un projet qui sera vraiment mené auprès des personnes atteintes de cancer et des infirmières essentiellement en soins palliatifs pour éventuellement, donc c'est ça, donc, tout en se basant sur cet positionnement au cadre donc, philosophique, c'est d'élaborer un consensus ou une construction plus donc, sophistiquée et plus éclairée et plus complète aussi de l'angoisse devant la mort. OK, je me dis c'est vraiment tout un défi de venir articuler, dans le fond, articuler l'angoisse du patient, l'angoisse du soignant, parce que le soignant, étant donné qu'il vit pas lui-même la maladie, j'imagine c'est tout là aussi l'idée de voir comment le soignant il est confronté à sa propre finitude nécessairement quand il rencontre le patient, mais le patient, lui, il est confronté directement, donc ça va être vraiment intéressant d'aller voir comment on peut arrimer ça, puis comment il peut avoir un dialogue entre les deux. Oui, effectivement, parce que c'est sûr que les infirmières restent quand même, disons, le premier témoin aussi de toute cette souffrance ou de toute vraiment l'expression aussi de cette émotion difficile ou désagréable. Il y a donc, et à ce niveau, par exemple, au niveau des dimensions existentielles, c'est toute la question de la relationnalité qui rentre en jeu.
Et par exemple, comme préoccupations qui sont liées à l'angoisse vivant la mort, c'est toute la question de la peur de la souffrance, la peur de la douleur, la peur de la solitude aussi, donc tout ce qui est vraiment relationnalité, la peur d'être un fardeau pour les autres, donc que ce soit vraiment infirmière ou même les proches. Et dans ce sens, donc l'infirmière, donc de par vraiment sa proximité auprès des personnes atteintes de cancer, elle peut aussi amener vraiment des points éclairants par rapport à la définition, par rapport à la conceptualisation ou la compréhension aussi de l'angoisse devant la mort. Et ça serait aussi important de connaître aussi leur perception pour éventuellement proposer des recommandations qui sont plus adaptées aux infirmières par rapport surtout à la formation contenue ou à ce niveau. J'ai une question, Malek. J'ai peut-être mal suivi, mais pour moi, il y a comme pour les infirmières, là, elles seront confrontées au moins à 3 angoisses. Donc, l'angoisse, leur propre angoisse de mort, leur compréhension, leur interprétation de l'angoisse de mort du patient, mais aussi l'angoisse de mal accompagner ou de ne pas être capable de soulager. Laquelle étudies-tu précisément? Puis comment vas-tu les distinguer les unes des autres? Parce qu'elles vont toutes être intriquées, j'imagine. Oui, moi, je m'intéresse vraiment exclusivement à l'angoisse devant la mort éprouvée donc par les personnes atteintes de cancer. Mais c'est sûr que vraiment le fait d'accompagner les personnes en fin de vie ou des personnes qui présentent des maladies chroniques, ça peut susciter donc des émotions chez les infirmières. Et à ce niveau, elle peut vraiment toujours, donc la littérature vraiment elle le montre aussi souvent, elle peut utiliser toujours des stratégies de coping, d'évitement surtout pour vraiment pour fuir. Mais c'est vraiment c'est l'un des points aussi qui peut toujours nuire à l'accompagnement des personnes atteintes de cancer. C'est pour cette raison, donc comme je l'ai précisé, comme apport clinique, en vraiment en abordant ou en s'intéressant aussi aux perceptions des infirmières, ça serait vraiment comme un apport aussi important pour les infirmières pour comprendre mieux l'émotion désagréable éprouvée par les personnes atteintes de cancer et pour aussi accompagner plus sereinement, disons, donc les personnes atteintes de cancer. Donc, ça serait vraiment comme, oui, c'est un grand défi, mais ça reste vraiment très intéressant d'aller vraiment explorer leur perception et construire vraiment quelque chose de plus complète aussi qui inclut les perceptions des personnes qui vivent cette émotion et les perceptions des infirmières qui accompagnent et qui restent donc toujours présentes auprès des patients qui éprouvent l'angoisse devant la mort. Oui. Je pense que mon projet va recouper quelques éléments qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Moi, c'est ce qu'on appelle une maîtrise professionnelle. Donc, c'est vraiment la mise en place d'un projet d'intervention. Donc, c'est un peu différent de comment qu'on développe le projet, en sens que c'est des milieux qui approchent, qui ont des besoins, puis nous, on essaie de créer une intervention qui va peut-être pouvoir répondre à un besoin ou améliorer, en fait, que ce soit un service ou une approche d'intervention. Donc, dans mon cas, c'était les intervenants, donc les travailleurs sociaux, qui œuvrent auprès de la clientèle, qui font des demandes d'aide médicale à mourir au CHU de Québec. Donc, au départ, mon milieu, c'était vraiment un peu de dire on veut créer des ponts entre les intervenants parce qu'on n'a pas tant de travailleurs sociaux qui sont formés vraiment pour cette clientèle-là et qui sont à l'aise d'intervenir auprès de la clientèle qui font des demandes d'AMM, puis sont un peu dispersés aussi dans différentes équipes. Donc, ce que j'ai proposé, ça a été la mise en place d'un groupe de co-développement avec différents travailleurs sociaux qui œuvraient dans le même domaine, mais qui n'étaient pas nécessairement dans le même établissement. Et dans les équipes, on avait à la fois les TS qui sont sur le terrain, puis des TS, mais qui sont plus à titre de coordination, donc APPR dans le réseau, ce qui vont plus faire la distribution des différents, en fait, qui vont créer des liens entre les différents intervenants et tout ça. Donc,
On a parti le groupe à l'automne, donc ça a parti à partir de septembre 2021. On a terminé en fait en janvier 2022. Et le besoin étant vraiment on a besoin de parler, on a besoin de faire des ponts avec les autres intervenants, de rencontrer des gens qui rencontrent une situation qui est semblable à la nôtre aussi. Puis ça a été super intéressant parce que le co-développement est comme une approche de certains rôles. En fait, tu as toujours une personne qui représente un client, qui va présenter une situation qui a pu être confrontante, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Puis, tous les autres membres du groupe sont ce qu'on appelle les consultants. Donc là, on va essayer de mieux comprendre qu'est-ce qui est venu te chercher dans cette situation-là pour emmener des nouvelles solutions. Donc, dans certains cas, c'était vraiment, j'ai l'impression que j'avais plus d'angle d'intervention ou j'avais pas comment prendre la situation. On a d'autres que c'était vraiment, je me suis sentie confrontée. Puis là, j'essayais de me situer à savoir est-ce que j'étais confrontée dans le cadre de mon travail ou est-ce que c'est venu me chercher dans mes valeurs personnelles aussi. Puis, ça menait en fait tout le temps à chacune des rencontres à vraiment une grosse réflexion personnelle de c'est quoi le rôle des travailleurs sociaux, c'est quoi les enjeux de l'aide médicale à mourir, c'est quoi les besoins qu'on a en tant qu'intervenant. Puis, les répercussions, en fait, de ce projet-là qui est intéressant, c'était de pouvoir voir les bienfaits, oui, du co-développement. Donc, est-ce qu'on peut mettre en place des groupes de co-développement? Les co-développements, c'est des plus petites équipes, là, généralement. On parle d'un 4 à 8 personnes à peu près parce que on aborde une situation, puis on va vraiment essayer de voir la situation sur différents angles. Donc, c'est intéressant de le faire en petits groupes. Puis, dans ce cas-ci, c'était le premier groupe qui se faisait aussi avec des intervenants qui étaient dans le même domaine. Donc, ils n'ont pas un groupe de co-développement avec à la fois différentes professions. Ce qui aurait été, je pense, tout aussi intéressant, simplement, en fait, que probablement que les réflexions n'auraient pas été nécessairement dans la même direction qu'on l'a été. Là, on a vraiment mis de l'avant, en fait, la place des travailleurs sociaux dans le contexte de l'aide médicale à mourir. Puis, au final, ça a été, oui, je pense que dans l'angle que je souhaite le prendre, a été de promouvoir, en fait, les travailleurs sociaux au niveau des soins palliatifs, précisément avec l'aide médicale à mourir. Puis, la collaboration aussi qui se fait entre les intervenants, d'améliorer la communication aussi. C'était pas prévu au départ qu'il y ait à la fois des gens qui sont dans la coordination, puis à la fois des gens qui étaient TS, mais ça l'a emmené des discussions vraiment intéressantes, puis ça l'a amélioré des liens aussi entre les instances, parce que le réseau actuellement est difficile. C'est difficile autant pour les intervenants, mais je pense que tous les strates, en fait, sociales du réseau actuellement est fragilisé. Donc, des fois, ça mettait en évidence, en fait, les complications éthiques qu'on peut rencontrer en tant que TS, puis de voir aussi comment on peut mieux les accompagner. Donc, OK, on va créer des rencontres, on va créer plus de rencontres cliniques pour pouvoir parler de ces cas-là. Ça l'a vraiment emmené des enjeux intéressants. Puis, actuellement, il y a des groupes de co-développement qui ont été mis en place à Québec, justement, dans différentes équipes déjà en soins palliatifs. Puis c'est là qu'on voit en fait qu'il y a quelque chose qui a un besoin de parler, puis il y a peut-être un besoin de ventiler aussi des situations qu'on rencontre. Donc c'est mon projet actuellement. C'est super intéressant. Puis je me demandais, comme tu me disais, c'est vraiment comme le milieu qui identifiait des besoins, puis comme vous approchez, là, ce que j'ai compris. Est-ce que tu penses qu'il y a de la place pour que ce genre d'initiative-là continue? Là, tu disais que ça s'est fini en janvier. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives qui se préparent en lien avec ça? Oui, le groupe va poursuivre. En fait, ça a été une demande là, initialement. Il me disait, tu peux-tu continuer à animer? On va voir. C'est sûr que, moi, j'avais l'enjeu, c'est un projet de maîtrise, donc je dois le faire en temps de temps. Et on va suivre l'échéancier, mais c'est dans les souhaits de pouvoir le poursuivre, de développer vraiment, de continuer ce groupe-là. Parce qu'au départ, je me disais, est-ce que le groupe de co-développement dans les petites équipes qui ont commencé à mettre en place est suffisant? Mais au final, dans les évaluations, c'était vraiment ce que j'aime de ce groupe-là, c'est que les situations m'interpellent à chaque fois parce que c'est des situations que je rencontre au quotidien. Puis sans limiter un peu le fait, j'aime ça entendre des situations de c'est quoi la réalité des infirmières, c'est quoi la réalité des médecins, mais au final, on a déjà des équipes, on a déjà des rencontres de collabos, on a déjà, donc, de se retrouver en groupe de TS, de gens qui rencontrent ma situation, et puis de voir des situations que je pourrais rencontrer dans le futur, c'était peut-être ça qui ciblait, qui était plus spécifique à ce groupe-là. Ça a été demande de continuer. Donc, en fait, c'est sûr que le milieu, on dit, si les intervenants souhaitent le faire, c'est juste de se réajuster puis de voir, dans mon
mon cas, c'est que j'avais une posture un peu... mon rôle étant d'être animatrice du groupe, donc j'étais un peu extérieure, en ce sens que j'étais pas dans le milieu avec eux, mais ça avait quelque chose d'intéressant, j'imagine, de pouvoir emmener des réflexions. Aussi, quand on est collé sur une situation, des fois, on a de la misère à dire, OK, c'est quoi mes opportunités? Où c'est que je peux regarder puis voir la situation différemment? Moi, j'avais ce regard-là. En même temps, toutes les fois que j'ai eu à être dans un groupe de co-développement, souvent, ben, on s'interchangeait le rôle d'animateur. Je pense que ça peut être tout aussi intéressant aussi de le faire entre intervenants d'un même domaine, puis que quelqu'un prend le rôle de client et l'autre rencontre prend le rôle vraiment d'animateur. Donc là, on ne sait pas encore comment que la forme va être une fois que mon groupe vient de terminer, mais qui va se poursuivre, mais un des effets, c'est qu'on le sait que le groupe va poursuivre. C'est ça qui est intéressant. Puis idéalement, ça va être de le faire en personne. Là. C'est sûr que là, on était retrouvés à faire des groupes virtuels et tout ça, qui était peut-être facilitant, sachant que tout le monde était dans des déplacements différents. Donc, si on le fait en personne, on a déjà commencé à en parler. Puis c'était bon, on va probablement faire des rencontres moins fréquentes, mais plus longues pour pouvoir être capable de rentrer dans l'horaire de tous aussi. Là, parce que c'était un des enjeux, moi, qui était plus difficile, c'était de libérer les intervenants pour pouvoir assister. Juste ça a été un bon défi. Là. Bien, félicitations pour ces retombées-là. Merci. Je me demandais, c'est quoi la fréquence qui avait été fixée pour ton projet puis pour les interventions qui ont continué, là, les groupes qui ont continué? En fait, nous, on le faisait aux 3 semaines. Puis on le faisait à peu près sur une période d'1h30. Donc, c'était assez court, dans le sens que, il y a des cours de développement qui se font sur plusieurs heures. Puis c'est un des éléments, en fait, qu'ils souhaitaient, c'est que ça soit plus long. Je pense qu'en ce moment, ce qu'on faisait, c'était aussi dans le temps que les gens étaient disponibles. Parce que, c'est souvent, on se disait, ben, pour la poursuite, ce qu'ils aimeraient, c'est qu'on le fasse peut-être les autres disaient peut-être 2 mois, mais qu'on ait un après-midi complet ou on ait une journée complète qui était vraiment sur le co-développement, puis qu'on présente plusieurs situations. Moi, j'avais l'enjeu aussi de rester peut-être plus proche de la méthodologie du co-développement traditionnel. Mais reste que je pense que le fait de faire des après-midi puis de se voir en personne, ça va permettre peut-être de créer des liens aussi, d'avoir comme le côté humain des fois qu'on peut plus perdre avec le Zoom. Oui. Puis j'imagine que le suivi aussi, si la fréquence est un peu plus grande, est-ce qu'on perd des fois parce que tu sais, ça devient comme des situations avec des patients puis leurs familles qui sont un peu rétrospectives. Tu sais, ça va pas, j'imagine qu'à ce moment-là, tu peux pas ajuster ton suivi avec tes patients puis sa famille, j'imagine, hein? Ça devient plus comme une expérience passée sur laquelle tu peux revenir, mais que tu peux plus changer. Exact. C'est pour ça que, tu sais, la méthode traditionnelle est vraiment plus de faire des rencontres plus fréquentes. Si tu le fais aux 2 semaines, aux 3 semaines, jusqu'à 6 semaines, c'est sûr que ce qu'on pouvait faire, c'est que la personne qui prenait le rôle, qui disait « OK, moi, je veux présenter la situation », des fois, on le faisait dans la semaine même, qui disait « OK, moi, j'ai quelque chose, on peut t'en parler? » Parfait, on va y aller, puis on te laisse l'espace. Il y avait ça qui était intéressant. Je sais que certains groupes le faisaient vraiment d'avance. Donc, dans 3 mois, je vais présenter une situation. En même temps, tu le sais que tu vas rencontrer une situation. Tu sais peut-être juste pas laquelle tu vas présenter à ce moment-là, mais tu as plusieurs situations. Donc, il y a ça aussi qui peut être fait. Là, j'ai des collègues qui l'ont fait comme ça, plus de dire, moi, je veux un calendrier, comme ça, je sais que je vais toujours avoir un client, puis je vais avoir une situation à présenter. Moi, dans mon cas, c'est que même à ça, des fois, on a quelqu'un qui finalement a une urgence, doit partir. C'était vraiment ça, l'enjeu. C'est des intervenants qui sont terrain et qui ont constamment des appels. Donc, des fois, c'était OK, ben quelqu'un ne peut plus présenter. Il y avait toujours quelqu'un qui reprenait la place pour en parler. Donc, là-dessus, on a pu aller chercher des situations sur le fait, là, vraiment à vif. OK, on en parle, puis on regarde comment je peux réagir. Fait que la rencontre suivante, on prenait le pouls aussi. Fait que c'était intéressant de voir la suite des choses. Hein. Tu t'adaptes au milieu puis au TS aussi, là. Fait que ouais, c'était être flexible. Moi, je dirais que la psychologie, vraiment bien rapidement, dans le fond, ça permet de se concentrer sur l'expérience subjective de la personne. Donc, on s'intéresse quand même aux liens que la personne fait avec autrui, mais on ne le voit pas nécessairement comme un système, mais plutôt comme
l'intersubjectivité dans le fond. Fait que je pense que c'est ça que la psychologie humaniste existentielle peut apporter en soins palliatifs puis par rapport à l'expérience de la fin de vie. Pour les travailleurs sociaux, donc le travail social, moi, ce que j'ai beaucoup aimé puis que j'en ressors aussi si je me fie à mes intervenants dans mon groupe, il y a tout l'aspect de le respect des droits. En travail social, il y a ça, les valeurs du travail social sont très fortes dans la pratique, puis ça l'est tout autant en soins PAL puis en aide médicale à mourir parce que il y a tellement, ça va vite, les gens sont dans des situations très émotives. Il y a beaucoup d'enjeux qui avaient ressorti, entre autres, dans le groupe au niveau de la collaboration interprofessionnelle. Catherine en avait parlé aussi. Le fait que, par exemple, un médecin est mal à l'aise, donc des fois, dans certains cas, ça a été le TS qui a comme fait la demande en avant pour pouvoir aller de l'avant puis s'assurer que les droits de la personne à la base sont respectés. Puis, je trouvais ça intéressant que dans des équipes comme ça, on ait différents points de vue. T'sais, on a autant, oui, on a les médecins, on a les TS, on a les infirmiers, infirmières. Je pense que cette collaboration-là est primordiale. Puis, si je me fie à ce que moi, les intervenants du groupe ramenaient, ils disaient, quand j'ai l'impression que je me perds ou que j'ai l'impression que je ne sais pas où je me situe en tant qu'intervenant dans cette situation-là, vu qu'on est dans une réalité médicale. C'était beaucoup de dire, moi, je me ramène toujours au droit de la personne puis à ce que mon client veut. C'était ça qui était comme le petit enjeu que je trouvais intéressant, qui disait, moi, au final, je l'accompagne jusqu'au bout, on va aller dans la direction qu'il veut aller. Donc, au final, je m'assure que ses droits sont là, puis quand je sens que la personne n'a pas eu son mot à dire, je vais me mettre de l'avant, puis je vais le ramener, ça. C'est ça mon rôle. Puis je trouve ça très fort comme identité des TS. Oui, puis si je peux faire du pouce sur ce que tu dis, effectivement, la défense de droits, la justice sociale, ça fait partie là, des valeurs du travail social. Puis, comme je disais tantôt, là, je pense aussi que ça se fait dans une vision très globale, très en interaction avec l'environnement. Donc, peut-être une autre vision par rapport à ça. Là. Puis, si je peux me permettre aussi un commentaire par rapport aux pratiques interprofessionnelles, je m'intéresse quand même beaucoup à ça par rapport à mon projet. Puis, ce que je trouve vraiment super en soins palliatifs, justement, de ce contexte interprofessionnel-là, c'est que quand que les équipes, justement, sont vraiment soudées, bien, ça vient à une espèce de co-construction des pratiques, je pourrais dire ça comme ça. Puis des fois, les limites peuvent devenir un peu diffuses dans le sens que chacun comprend tellement bien le rôle de tout le monde que chacun va devenir en fait en mesure d'adopter des pratiques qui vont aider pas seulement à leur rôle, mais au rôle aussi des autres. Donc, tout le monde va comme travailler dans un objectif commun. Puis, je trouve que c'est ça qui est beau aussi là, du contexte interprofessionnel, mais c'est sûr que ça peut amener des défis aussi, mais ça, je trouve que c'est un côté positif là, de cette collaboration-là. Donc, dans mon cas, moi, je trouve que le fait de s'intéresser à l'expérience vécue, surtout par des personnes atteintes de cancer, permet éventuellement de proposer vraiment des interventions qui sont plus adaptées et de prendre vraiment en considération aussi toute l'unicité et toute vraiment la spécificité aussi vraiment du vécu du monde vécu de chaque personne, donc gravement malade, en mettant surtout en place des interventions qui misent surtout sur des valeurs humanistes comme le respect, donc l'empathie, l'écoute, la présence aussi constante auprès des personnes qui souffrent. Et aussi, comme l'un des rôles ou peut-être la spécificité aussi de mon projet, je trouve que le fait de bien comprendre aussi l'angoisse devant la mort, ça pourrait aussi éventuellement nous aider à mieux comprendre ou à mieux cibler certaines vraiment demandes ou certains sujets qui sont liés aussi aux soins palliatifs, comme l'aide médicale à mourir ou la quête de sens, la qualité de vie aussi des personnes atteintes de cancer. Parce que l'angoisse devant la mort, donc, ce n'est pas vraiment juste lié à la mort en tant que telle. Donc, des fois, il y a des peurs qui sont éventuellement ou en fin de compte, c'est juste vraiment une sorte de fuite devant la mort. Et dans ce sens, c'est important, par exemple, avant d'accepter une demande éclairée d'aide médicale à mourir, c'est bien aussi
vraiment de prendre du temps pour parler avec la personne qui formule cette demande pour voir est-ce que vraiment c'est une demande qui vient vraiment d'une acceptation ou de l'authenticité vraiment de confronter la mort ou c'est finalement juste une fuite ou c'est juste vraiment de l'esquive face à la réalité de la mort. Donc, c'est pour cette raison, je trouve que c'est intéressant de comprendre aussi cette émotion. Mais aussi, comme un autre point, jusqu'à maintenant, l'angoisse devant la mort aussi n'est pas vraiment très bien comprise, vraiment, ou bien vraiment euh, étudiée dans la littérature, mais aussi elle n'est pas vraiment bien vraiment, ce n'est pas un concept ou une réalité qui est vraiment très familière chez les infirmières surtout. Et je l'ai saisi dans l'une des formations que j'ai données à la maison Michel Sarrazin à plus que 18 infirmières. Et dans ce sens, je trouve que le fait vraiment de proposer euh, ou d'élaborer une construction consensuelle de cette émotion, ça pourrait donc éventuellement aussi contribuer à l'amélioration de la formation en soins palliatifs, surtout chez les infirmières, pour leur permettre de mettre toujours euh, leurs connaissances à jour, mais aussi pour accepter cette réalité et pour la reconnaître bien et éventuellement pour bien soulager aussi toute la souffrance et toute la détresse éprouvée par les personnes atteintes de cancer en soins palliatifs.